Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui est dans sa 3 et on commence dans les premiers numéros de l'année avec aujourd'hui Audrey Fournier qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris en affaires internationales. Vous avez aussi un master d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre et un master de journalisme au CELSA. Donc vous avez passé beaucoup de temps à étudier. Vous me mettez presque trop sur votre petite biographie que je vous ai demandé. Vous êtes entrée au monde en 2009 et puis depuis à peu près 3 ans, vous écrivez exclusivement sur les séries pour le journal Le Monde. Et donc je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour parler justement de séries, d'une série qui est très importante aussi à mes yeux, de par, on va le voir, son histoire, son pitch, mais aussi de par son showrunner, on va en parler, David Simon. Cette série, c'est The Deuce. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous la présenter pour commencer à en faire le pitch, Audrey, pour les auditeurs et auditrices peut-être qui ne la connaîtraient pas? Oui, absolument. The Deuce, c'est ce qu'on a l'habitude de présenter comme l'autre chef-d'œuvre de David Simon après The Wire. On va en reparler bien évidemment. C'est une série en 3 saisons. Alors, les 3 saisons ont été prévues dès le début, qui a été créée en septembre 2017 sur HBO. Donc, en France, elle est visible, elle est toujours visible d'ailleurs à la demande sur OCS. Sur OCS Go, la plateforme de replay d'OCS. C'est une série qui se passe principalement à New York, sur une portion de rue particulière, une portion de la 42e rue. Alors, vous connaissez New York, les rues sont très longues. Et la portion dont on parle, c'est celle qui est proche de Times Square. Et c'est une série qui se passe dans les années 70 et 80 et qui s'intéresse au commerce du sexe. Et à cette époque-là, c'est cette petite portion de la 42e rue près de Times Square, donc qui s'appelle The Deuce. C'est un raccourci. À la base, c'est The 40 Deuce et on l'appelle The Deuce. C'est un petit peu le quartier rouge de Manhattan. C'est là où se déroule la prostitution. C'est là aussi où se recrutent beaucoup d'acteurs pour la pornographie. Alors, les 3 saisons sont espacées de quelques années. La série commence en 1971. La deuxième saison se déroule en 1977. Elle commence en 1977. Et la troisième et ultime saison commence en 1984. Donc, vous voyez qu'il y a quasiment une quinzaine d'années qui sont couvertes par la série. Et au début des années 70, la mafia qui tient un peu les rênes de cette industrie de la pornographie, c'est la mafia italienne. Et donc, en toute logique, la série a pour personnages principaux, en tout cas au départ, une paire de jumeaux d'origine italienne, c'est Vince et Frankie Martino, qui sont des fils d'immigrés italiens. Alors, d'après ce que David Simon dit, ce sont des personnages réels. Apparemment, il y a eu à cette époque-là à New York une paire de jumeaux italiens qui trempaient dans ce milieu-là. Et chez David Simon, on part assez souvent de faits réels, même si après ils sont romancés, réécrits pour en donner une série. Mais même dans The Wire, il s'était basé sur beaucoup d'histoires connues, de personnages connus, d'affaires connues. Et donc, Frankie et Vince sont 2 jumeaux qui ont pris des chemins un petit peu différents. Donc, l'un essaye de faire du business dans le quartier de façon à peu près légale. L'autre est beaucoup plus limite. Il trempe dans des business beaucoup plus glauques. Et il y a un autre personnage qui est double, lui aussi, dans la série. C'est le personnage de Candy Eileen. Candy est une prostituée la nuit qui s'appelle Eileen le jour et qui redevient une femme normale qui a un petit garçon dont elle a du mal à s'occuper, qui est placé chez ses parents, etc. Donc, on parle de 2 personnages doubles, donc l'un masculin et l'autre féminin. Et le point de départ de The Deuce, c'est un changement de législation sur la pornographie au début des années 70 qui va énormément libéraliser le secteur. Voilà, la série commence ici.
Merci pour cette présentation, Audrey. Alors oui, vous l'avez dit, hein, l'œuvre de David Simon, c'est une œuvre qui est très importante dans le domaine des séries. On a déjà consacré dans le podcast des émissions, hein, notamment avec Aurélie Godet sur une autre grande série, hein, sur la Nouvelle-Orléans, post-Katrina, sur Mhm. Trémé. On a aussi parlé, bien sûr, de The Wire avec Elsa Grassi sur Baltimore, bien sûr. Donc voilà, je renvoie les auditeurs et auditrices à ces séries-là s'ils veulent compléter ce qu'on va dire aujourd'hui avec Audrey. Alors, on est aujourd'hui à New York. Alors, moi, j'aurais comme véritable première question, hein, ça, on va tourner sur cette première thématique, c'est-à-dire pourquoi et comment David Simon a mis cette œuvre, j'allais dire, au monde, l'a créée véritablement. Vous l'avez dit, elle a tout de suite été créée dans le but de faire 3 saisons. Donc, c'était quelque chose qui était déjà dans la tête de Simon. Alors, première chose vraiment importante, c'est euh, elle est apparue sur la grande plateforme de création de séries aux États-Unis, c'est HBO. Alors peut-être on va commencer par là, les raisons commerciales. Pourquoi est-ce que HBO a lancé cette série, Audrey? Oui. Alors, effectivement, il y a des réseaux commerciaux, alors pas que, hein, heureusement, mais HBO, depuis à peu près le milieu des années 2010, prépare la fin de Game of Thrones, qui est l'énorme succès de la plateforme, qui remplit les caisses de la chaîne depuis un moment, qui est un succès considérable dans l'histoire des séries. Et donc, sans vouloir non plus répliquer la formule de Game of Thrones, qui est difficilement réplicable, c'est une des séries les plus chères de l'histoire quand même, et elle est unique. En tout cas, HBO cherche des moyens de fidéliser, en tout cas, sa base d'abonnés. Il y a eu un flop juste avant The Deuce, qui s'appelait Vinyl, qui était une série qui n'a connu qu'une saison, je crois, qui se passait dans le milieu de la musique, je crois, dans les années 70 aussi. Alors pour moi, le flop n'est pas tout à fait mérité, c'était plutôt un bon produit. Je crois que Scorsese était impliqué dedans, mais malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Donc, David Simon, c'est toujours une valeur sûre. Simon, c'est un ancien journaliste du Baltimore Sun qui est devenu scénariste et qui est devenu un showrunner très connu, donc vous l'avez dit, par The Wire et par Trémé. Ce n'est pas des gros succès commerciaux à chaque fois, hein, mais en tout cas, ce sont des séries qui influent énormément sur leur temps et sur la façon dont les autres scénaristes travaillent. Donc, The Deuce, c'est une série qu'il a co-créée avec Georges Pelecanos, qui est un romancier, qui est un grand spécialiste de polar. Et il a également fait appel à un grand nom du scénario, qui est Richard Price, qui est connu notamment, vraiment, entre autres, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de choses au cinéma et à la télé, mais c'est à lui qu'on doit The Night Of, qui est une mini-série qui se passe à New York, qui est également très, très réussie. Donc, ces trois noms-là, Simon, Pelecanos et Price, ce sont vraiment trois grands spécialistes de la criminalité. C'est vraiment leur spécialité et ça, on sait que ça marche toujours. Alors, je disais tout à l'heure, les audiences attendues vis-à-vis de The Deuce ne sont pas énormes. Ce sont essentiellement des succès critiques. Ce sont des séries qui sont destinées à un public très CSP+, et ce sont des séries qui ont tendance à cumuler les récompenses, même si The Wire a toujours été un peu mis de côté. À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'Emmy Awards pour The Wire et pour la plupart des séries de Simon. Mais en tout cas, ce sont de très grands succès critiques. Simon, c'est de la série d'auteurs. Alors, auteur au sens littéraire et pas du tout au sens français, nouvelle vague du terme. Quand on dit que c'est une série d'auteurs, on dit par là que c'est un type de produit qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de succès pour avoir de l'influence. Ensuite, vous voyez bien la façon dont on parle de The Wire depuis son lancement, dont on parle de toutes les séries de David Simon. C'est une série qui reste en tête de tous les classements des meilleures séries de la décennie, voire des meilleures séries de ce début de siècle, comme ce qui s'est fait de mieux en la matière. Et les séries de David Simon sont par ailleurs des séries qui sont très adaptées au temps présent, puisqu'elles s'adaptent bien au système économique de la plateforme. La pression qui pèse sur les scénaristes a beaucoup changé avec l'arrivée des plateformes de streaming. Aujourd'hui, alors on n'est plus du tout dans la télévision en linéaire. En linéaire, dès qu'une série ne plaît pas, on zappe et les annonceurs ne sont pas contents. Là, quand une série a un succès moyen, l'abonné ne va pas forcément se désabonner, il va passer à autre chose. Donc, du moment qu'on peut toujours fournir du contenu de qualité, mettre en avant des grands noms, mettre en avant des valeurs sûres, la plateforme est à peu près certaine de pouvoir conserver une base d'abonnés. C'est un petit peu comme ça que fonctionne HBO, en tout cas avec David Simon. Et c'est par ailleurs pour lui et pour les scénaristes comme lui qui prennent de grandes libertés artistiques. C'est quelqu'un on le voit sur Twitter notamment, il est très actif sur Twitter et il n'a pas la langue dans sa poche comme peu d'Américains osent s'exprimer, en tout
cas sur les réseaux sociaux, il est assez drôle à lire. C'est une chance pour lui. Parce que, ça c'est ce qu'il explique quand il est interrogé sur le sujet, cette liberté artistique et cette possibilité de créer de nouvelles séries assez régulièrement sans trop se soucier de l'audience lui permet de favoriser un grand nombre de diversités de récits. Et selon lui, c'est de cette diversité, de cette variété que va émerger la diversité des représentations. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans The Wire, qu'on voit beaucoup dans Tremé, on va y revenir un peu plus tard, et qu'on voit énormément dans The Deuce. Simon, c'est quelqu'un qui est absolument obsédé par l'authenticité et par la véracité des situations et des personnages. Et c'est quelqu'un qui a aussi une obsession pour la nuance. Et ça, ce sont des choses qu'on voit dans The Wire. The Wire, c'est 5 saisons qui se passent dans des milieux très différents, mais toujours dans des institutions, la police, les syndicats, la mairie, l'école et une newsroom d'un journal. Et pour lui, s'intéresser à autant de milieux différents, d'institutions différentes, c'est une façon de décrire le système à l'aide de multiples personnages, de multiples récits. Et plus il y a de pièces dans le puzzle, et pour lui, plus le puzzle va être cohérent et va être compréhensif. Ça, on y reviendra également un peu plus tard. Et finalement, toutes les séries de David Simon, et The Deuce en fait partie, posent la question du rapport à la vérité. Alors, effectivement, c'est très intéressant parce que ce que vous évoquez sur David Simon ici, c'est fondamental dans cette série et puis dans le succès aussi qu'elle a connu, vous l'avez dit, peut-être pas en tout cas succès commercial, mais succès en tout cas d'estime et de critique, et c'est déjà pas mal, comme toutes les séries d'ailleurs de David Simon. Alors, vous le dites, le départ en fait, il veut montrer quoi justement autour de cette série-là, David Simon, cette recherche de vérité sur peut-être ce milieu de la pornographie new-yorkais des années 70-80? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, c'est une série historique. Il n'en a pas fait tant que ça, à ma connaissance, puisque des séries qui se passent vraiment dans le passé, il y a juste, oui, il y a Show Me a Hero, qui se passe dans les années 80, et il y a aussi ensuite son adaptation du livre de Philip Roth qui s'appelle le complot contre l'Amérique, mais qui est une dystopie, donc c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. Dans la série historique, dans le fait de faire une série historique, donc je disais, il y a la question du rapport à la vérité et le fait de montrer les pièces d'un puzzle qui forment un tout. Montrer les plus petits personnages, montrer aussi le décor, montrer les costumes, la précision dans la façon dont tout ça est filmé. C'est-à-dire que par exemple dans The Wire, il était connu pour aller vérifier des détails vraiment, vraiment infimes, c'est-à-dire vérifier qu'une cabine téléphonique telle qu'elle était représentée à l'écran correspondait bien au modèle qui était utilisé à l'époque. Il a un grand souci du détail comme ça. C'est tout à fait vrai dans The Deuce. Et c'est important quand il s'agit de filmer pas simplement la criminalité, mais filmer des milieux qui sont underground, c'est-à-dire qui ne sont pas censés être montrés. La reconstitution historique, dans sa fidélité à une forme de vérité, de véracité, est très importante pour ne pas travestir ce qui s'est passé à l'époque. Et c'est d'autant plus important qu'on filme quelque chose de délicat qui a rapport au corps, qui a rapport au commerce du sexe, comme la prostitution et la pornographie. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et selon David Simon, c'est en passant par l'image, par le récit, par la fiction, qu'on arrive à comprendre le fonctionnement d'une société et de certaines institutions. Alors, quand on parle de pornographie ou de prostitution, c'est un peu compliqué de voir quelle est l'institution en question, mais en fait, The Deuce, c'est plus que d'une institution, ça parle d'une ville. Et ça va être le point qu'on va aborder après. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans The Deuce, et c'est aussi pour ça que je crois que cette série a toute cette place dans l'émission, c'est que le côté science sociale est très très fort. C'est-à-dire que sans être une série pédagogique qui va démontrer par A plus B comment une société fonctionne à un moment donné et qui va essayer d'expliquer par certaines situations le destin de telle catégorie socio-professionnelle ou de telle communauté. C'est une série qui va, par le récit, encore une fois, et par la fiction,
raconter des histoires et des personnages qui vont nous permettre de comprendre comment on fonctionne aujourd'hui et comment la société américaine fonctionne aujourd'hui. David Simon, c'est quelqu'un qui, alors ça c'est une citation qui est très souvent reprise, qui est issue d'un livre de Brett Martin, très connu sur l'âge d'or des séries au début des années 2010, donc on parle de The Wire, Les Sopranos, etc. Brett Martin dit que David Simon considère ces séries comme une façon de raconter l'Amérique par les expériences. Et voilà, The Deuce, c'est une série qui va raconter l'Amérique par New York et par ce milieu de la prostitution et de la pornographie à New York à ce moment-là. Vous avez évoqué les personnages, Audrey. Je pense que c'est le moment d'en parler peut-être plus en détail parce que effectivement, ces personnages-là, c'est deux paires de ce qu'on pourrait, que vous avez appelé tout à l'heure des jumeaux. En fait, ces deux paires de jumeaux, justement, hein, Vince et Frankie, puis Eileen et Candy. Est-ce que vous pourriez revenir dessus parce que je crois vraiment qu'ils font la force de cette série-là. Oui, tout à fait. Mais ça, David Simon est très doué pour composer des personnages et pour faire que ces personnages existent avec pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que The Deuce est une série chorale, comme sont beaucoup le sont très souvent les séries de David Simon, avec beaucoup de personnages. Alors, ça peut donner une impression d'éclatement à certains moments. Moi, j'ai trouvé que, par exemple, dans la saison 3, au début, c'était un petit peu moins agréable que dans les saisons précédentes de passer d'un personnage à un autre, et aussi parce qu'on a tendance à s'attacher à certains personnages plus que d'autres, et leur destin dans la série n'est pas forcément conforme à ce qu'on attendrait en tant que téléspectateur. Donc, il y a ces deux personnages doubles, donc, Vince et Frankie. Alors ça, je ne vais pas trop en parler parce que j'y reviens juste après, parce que le destin de Vince et Frankie est aussi intimement lié à l'interprétation qu'en fait James Franco. Mais donc, on a cette paire de jumeaux-là, et on a effectivement le personnage de Candy Eileen, qui n'est pas un personnage principal à la base, hein, qui est un personnage féminin parmi d'autres, alors qui a quand même la particularité d'être interprétée par Maggie Gyllenhaal, donc qui est quand même une actrice déjà assez connue à l'époque où elle commence la série. Donc elle a une forme de d'aura qui est liée au fait que les gens la connaissent déjà bien. Il y a toute une palette de personnages secondaires, et ça c'est aussi encore une spécificité de David Simon, c'est d'accorder énormément d'importance à ces personnages secondaires. Donc autour de Candy, qui est une prostituée qui travaille, j'ai envie de dire entre guillemets en freelance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de Mac, donc elle a un statut un petit peu particulier sur la rue, qui fait qu'elle est à la fois plus vulnérable et plus forte. Autour d'elle, donc, gravite tout un groupe de prostituées. Il y a des noirs et des blanches, dont une qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laurie, qui est une gamine qui arrive du fin fond du Midwest, ou je ne sais plus de quel endroit, et dont on va suivre vraiment l'ascension et la chute, puisqu'elle va devenir une actrice porno très connue, mais ne va jamais vraiment réussir, d'une part, à se détacher du Mac qu'il a pris sous son aile quand elle est arrivée dans la ville, et qui ne va non plus jamais vraiment réussir à se détacher de son image d'actrice porno et d'ancienne prostituée, et qui ne va jamais réussir à surmonter ça. Donc ça, c'est un personnage secondaire qui va prendre de plus en plus d'importance au fil des saisons. Et il y a un autre personnage aussi que j'aime beaucoup, qui est le personnage d'Abby. Abby, c'est une jeune femme dont on imagine qu'elle ne vient pas d'un milieu pauvre à la base, puisqu'elle est étudiante, je crois, à New York University au tout début de la saison 1. Elle va lâcher ses études, un peu par attirance pour la bohème, et va rencontrer Vince, va se mettre en couple avec lui, et elle va travailler dans son bar, puisqu'il est propriétaire, entre autres, d'un bar, et donc elle va servir dans le bar pendant tout le temps que va durer leur couple, ce qui correspond à peu près au temps de la série. Et c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est comme elle est éduquée, et c'est une des seules de la série à avoir une éducation supérieure, elle s'intéresse à tout ce qui est culturel et à tout ce qui est artistique. Et donc, c'est par ce personnage que va être évoqué tout le bouillonnement artistique de New York de ces années-là. Et ça, c'est l'art de David Simon, et c'est en ça que c'est une série qui est intéressante sociologiquement, c'est qu'il va utiliser des personnages parfois pour raconter quelque chose. Donc, il y a des personnages qui vont servir plutôt à raconter l'économie. Il y a des personnages qui vont plutôt servir à raconter le commerce du sexe, et des personnages qui vont permettre de raconter la culture. Voilà, ce sont des séries qui, par le récit, encore une fois,
par la fiction, permettent de raconter une époque, un lieu, mais dans toutes ses dimensions. Et donc, c'est là qu'on peut passer à la représentation de New York dans The Deuce, puisque c'est quand même elle le personnage principal. Alors, New York, c'est un lieu dans lequel David Simon réside. C'est un de ses 3 lieux de résidence. Donc, il est originaire de Baltimore sur la série qui sert de point d'appui à The Wire. Et il habite également à la Nouvelle-Orléans, d'où le fait qu'il ait écrit et scénarisé Tremé, qui se passe dans les années après l'ouragan Katrina. Et David Simon, c'est quelqu'un qui choisit essentiellement de raconter l'Amérique par les villes, qui considère que l'Américain, c'est avant tout un urbain. C'est ce qui fait la sève de l'Americana. C'est pas tant les grands espaces que l'expérience de l'urbanité. La clé de ce système, forcément, c'est l'exploitation. Une ville ne fonctionne, selon lui, que par l'exploitation. Des riches par les pauvres, des noirs par les blancs, des femmes par les hommes, etc. Mais bon, il analyse ça de façon un petit peu plus fine que ce que je viens de dire. Et donc, à travers The Deuce, à travers le récit de cette portion de rue et de la façon dont cette portion de rue vit, David Simon livre, comme à peu près dans toutes ses séries, une forme de critique du capitalisme. Alors là, c'est une critique qui est très poussée. New York est perçu et décrit comme un système dans lequel l'être humain va avoir sa valeur diminuer d'année en année. Et c'est aussi pour ça que la série se passe sur une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'on voit une évolution du début des années 70 au milieu des années 80, où on va passer à un capitalisme de plus en plus sauvage, de plus en plus dérégulé, et dans lequel l'être humain, qui a déjà pas beaucoup de valeur, va en avoir encore moins. Alors, c'est une série qui s'intéresse beaucoup à l'économie, qui examine comment le capitalisme, d'une certaine façon, s'applique au corps humain. L'économie qui est filmée, c'est une économie qui est essentiellement informelle. On est dans la prostitution, on est dans les peep shows aussi. On commence à évoquer les vidéoclubs, parce que c'est l'époque aussi où les magnétoscopes se développent et où la pornographie passe du cinéma au salon. Donc, c'est toute cette économie-là du vidéoclub, c'est l'économie des bars, des petites salles de spectacle aussi. À l'époque, il y a pas mal de petits cinémas porno, de petites salles de spectacle plus ou moins miteuses. Et donc, c'est toute une économie où l'argent passe de main en main, qui est évoquée. Alors, ce n'est pas étonnant qu'au début des années 70, la ville de New York est quasiment en faillite. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de son économie qui est totalement souterraine et qui échappe à l'impôt. Donc ça, c'est une chose que The Deuce rappelle très, très bien. Donc, partant de là, on voit une évolution qui va donc jusqu'au début des années 80, où là, on arrive à les grandes privatisations, donc l'arrivée de Reagan au pouvoir, les privatisations, les dérégulations des marchés financiers. Là, on entre pleinement dans une ère d'économie spéculative et foncière. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très bien évoqué aussi dans la série, c'est comment les projets de réhabilitation immobilière. Donc, il y a un projet qui est mené à l'époque qui s'appelle le Midtown Enforcement Project. Midtown, c'est la partie de Manhattan dans laquelle se trouve la 42e rue. Ça correspond à peu près à grosso modo, entre la 40e et la 50e rue. Cette petite portion-là au milieu de la ville. Là, à cette époque, sous couvert de réhabiliter des bâtiments qui sont dans un état lamentable, c'est en fait une grande entreprise de nettoyage de la ville qui est à l'œuvre. Et on voit là les prémices de ce que va être la présidence Giuliani dans les années 90 et cette entreprise de nettoyage total de la ville qui fait qu'elle n'a plus du tout, que Midtown aujourd'hui n'a absolument plus la même tête qu'à l'époque. Et on voit toute cette préparation à l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est une série qui parle de politique aussi, c'est-à-dire qu'on y croise des personnages qui viennent de la mairie, qui viennent vendre le projet. On y évoque aussi la présidence du maire Koch, qui est un maire très connu de New York, qui a été qui a été maire de New York entre le début des années 90, la fin des années 70, je crois, et le tout début des années 90, donc pendant une décennie
très, très importante qui a vu la ville complètement changer de visage. Et dans The Deuce, c'est toutes les origines de la gentrification de la ville, en fait, qui sont montrées. Et je renvoie à ça, à une très bonne analyse qui est parue dans Critica, que j'ai mis dans la bibliographie, qui dit que The Deuce, c'est pas tant une série sur le New York de l'époque qu'une série sur ce que New York est devenu. C'est ce qui permet de comprendre pourquoi New York, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est comme ça. Et ce qui est très bien montré dans la série, c'est que la gentrification, donc, dont on voit pas simplement les prémices, mais on la voit vraiment se mettre en branle sous nos yeux, c'est une gentrification qui n'a jamais eu pour but d'éradiquer la misère. Elle la déplace juste. On voit aussi très bien comment les business qui s'effacent dans une partie de New York se recréent ailleurs. Ça aussi, c'est très très bien vu entre Manhattan notamment et les autres boroughs de New York. Donc le côté historique, pour David Simon, c'est aussi une façon de ne pas être focalisé trop sur ce qu'on pense du monde actuel, pour mieux comprendre que les enjeux à l'œuvre ont en fait une énorme influence sur le temps présent. C'est assez flagrant dans The Deuce, ça l'est aussi dans Le complot contre l'Amérique, qu'il a fait quelques années plus tard. C'est cette façon d'expliquer le présent à l'aide du passé. Il y a aussi une dernière chose dans cette vision économique de New York que j'ai trouvée intéressante. Ça aussi, c'est un thème qui est très souvent évoqué dans les séries de David Simon, c'est le leurre que constitue tout le discours américain autour de la mobilité sociale. C'est-à-dire que sur 15 ans, finalement, les personnages de The Deuce vont très peu échapper à leurs conditions. Par exemple, Vince Martino, il a des affaires qui sont plus ou moins légales, il a un bar qui marche bien, il est en couple avec Abby, mais il paye des sommes folles à la police, à la mafia pour ne pas être inquiété. Il n'arrive jamais à être totalement autonome. Abby, finalement, elle va rester serveuse tout au long de la série jusqu'à la fin de la 3e saison, malgré ses efforts en faveur du quartier pour essayer de préserver le quartier. Alors non seulement c'est un personnage qui essaye de faire vivre un peu la scène culturelle, mais c'est aussi une femme qui est très engagée dans la défense justement des prostituées, qui essaye de faire en sorte qu'elle s'organise, qu'elle ne soit pas toute seule, qu'elle soit accompagnée. Donc elle a un rôle social dans le quartier, mais finalement, elle ne va jamais réussir à sortir de son bar, en tout cas jusqu'à la fin de la saison 3. Laurie, qui est le personnage dont je parlais un peu plus tôt, Laurie, je ne vais pas spoiler, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit son ascension et sa chute. Donc, elle n'arrivera jamais à sortir de son statut de prostituée. Et quant au personnage de Candy, on a l'impression que c'est le personnage qui se débrouille le mieux parce que de prostituée, elle va devenir actrice porno plutôt bien cotée. Ensuite, elle va se mettre à la réalisation et tenter de faire du porno féministe ou en tout cas d'apporter un autre regard à la façon dont on filme le corps des femmes. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais finalement, Candy, quand elle doit aller chercher de l'argent pour tourner ses films, elle est obligée d'accorder des faveurs sexuelles aux producteurs. Quand elle sort de Manhattan pour aller voir son fils qui est gardé par ses parents, elle n'est plus personne aux yeux de ses parents. Elle n'existe plus. Ça se passe toujours mal. Donc voilà, Candy, même dans la 3e saison, elle a un amoureux qui a de l'argent, qui essaie de la faire sortir de tout ça. Fondamentalement, elle est marquée par ce milieu-là. Elle a beaucoup de mal à en sortir. Finalement, la seule qui va se créer un destin un peu différent, c'est Abby qui, à la fin de la saison 3, va reprendre ses études. Mais au bout du compte, quand on l'a connue, au début de la saison 1, elle était déjà étudiante à New York University. Elle vient déjà d'une CSP+. Donc, vous voyez, il y a une forme de pessimisme qui est toujours présent, c'est toujours à l'œuvre dans les séries de David Simon, et c'est ce qui lui est beaucoup reproché, c'est d'avoir une vision très noire des États-Unis, ou en tout cas des milieux qu'il décrit. Bon, moi, cette vision noire ne me paraît pas totalement injustifiée. Et par ailleurs, la démonstration qu'il en fait, elle est absolument imparable. Alors justement, hein, vous venez de l'évoquer avec nous, Audrey, vous avez évoqué le côté, la vision presque parfois anticapitaliste, en tout cas, surtout dans ces années 70, hein, fin des années des 30 glorieuses triomphantes, on rentre dans une période de crise. Et donc ça, Simon le montre très bien, cette Amérique à deux vitesses, justement, dans la plupart de ces séries, hein, que vous l'avez dit, y compris jusqu'à Trémé, qui se passe beaucoup plus tard, mais on voit bien cette différenciation sociale entre les élites et les autres. Alors, on voit aussi dans les séries de Simon, justement, une certaine
certaine critique de la vie politique et parfois aussi de cette Amérique à deux vitesses. Ça apparaît aussi dans The Deuce, Audrey. Oui, évidemment, évidemment. De façon assez classique, de façon pas forcément très très différente de ce qu'il avait fait dans ses séries précédentes, hein, dans The Wire ou dans Tremé. Mais oui, par l'intermédiaire de certains personnages, et notamment les personnages qui sont issus des institutions les plus puissantes, c'est-à-dire la police et la mairie, on voit à quel point le changement c'est compliqué, quoi. Le changement c'est compliqué, surtout quand il vient d'en bas. Il y a un personnage de policier noir qui est très intéressant, qui essaye de jouer les règles du jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il refuse la corruption, il refuse les tentations, c'est-à-dire qu'à un moment, il a la possibilité de faire fuiter des agissements pas très éthiques qui se passent dans son commissariat. Il a la possibilité de les faire fuiter à la presse et il ne le fait pas. Donc, et il ne sera pas du tout récompensé pour ça. Donc oui, il y a cette espèce de machine à broyer à l'œuvre. C'est ce qu'on voit aussi dans le personnage de Laurie, qui va être broyée malgré elle, alors pas simplement par son Mac, mais aussi par ce que l'industrie du porno va voir en elle et va faire d'elle et son incapacité à s'en sortir. Quand on a plus de travail aux États-Unis, on n'est plus rien. On n'est plus rien. Il n'y a absolument aucun filet de sécurité. Et quand en plus on est dans des industries un peu informelles, dans des business un petit peu informels, la protection sociale, elle est absolument inexistante. Et ce n'est pas du tout un hasard, d'ailleurs, si le personnage d'Abby essaye de faire en sorte qu'il y ait un filet de sauvetage pour les prostituées, que le jour où elles veulent quitter leur Mac, ou elles veulent faire autre chose, qu'elles puissent se retrouver accompagnées. En tout cas, qu'elles ne se retrouvent pas seules. C'est tout ça qu'elle montre, c'est le manque de protection sociale, tout simplement. Et ce que la série montre très bien, c'est qu'entre le début des années 70 et le milieu des années 80, ça va en empirant, en empirant, en empirant. C'est un regard extrêmement sombre sur ce que les États-Unis sont devenus. Alors, heureusement, il y a... comment dire, pas des raisons d'espérer, mais il y a des évolutions plus favorables qui sont également montrées dans The Deuce. Mais est-ce que ça a trait à l'histoire que raconte The Deuce ou à la façon qu'a David Simon de la filmer et de la raconter? Je pense que c'est plutôt ça. Et c'est notamment visible dans sa façon de filmer le sexe et les femmes. Et ça, c'est une autre dimension de The Deuce qui est très intéressante, voire qui est fondatrice à la fois dans l'œuvre de David Simon et qui est fondatrice aussi pour HBO. Et ça, c'est encore plus intéressant. Jusqu'à présent, David Simon n'était pas connu du tout pour ses personnages de femmes. C'est vrai que The Wire, c'est une série très, très masculine, très mais aussi d'ailleurs, avec des personnages féminins qui sont tout à fait intéressants d'ailleurs. Hein. On s'en souvient bien, y compris par l'importance qu'elles ont dans l'histoire, mais aussi par un effort de diversité dans leur représentation. Dans The Wire, on croise des femmes lesbiennes, elles ne sont pas toutes blanches, elles occupent toutes les positions dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie sociale, il y a quand même un effort. Mais bon, jusqu'à présent, Simon, c'est quand même plutôt un scénariste un peu spécialiste des masculinités en général. Et ça, il s'est rendu compte, je crois, très vite, que c'était une faiblesse qui entrait en contradiction avec le projet de faire une série sur la prostitution et le cinéma pornographique. Néanmoins, The Deuce est une série qui se voulait inclusive dans sa production dès le début. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le décompte, hein, mais à peu près la moitié des épisodes, en tout cas une grande partie des épisodes, sont réalisés par des femmes, et ça depuis la saison 1. Et dans la salle d'écriture, donc dans la writing room, on trouve non seulement des femmes, mais aussi des scénaristes qui sont gays, des scénaristes qui sont trans. Et il y a vraiment un effort de diversité et d'inclusivité. Et d'ailleurs, le personnage de Candy, donc, qui est interprété par Maggie Gyllenhaal, a demandé dès le début un droit de regard sur l'écriture de son personnage. Parce qu'elle pensait, et je crois qu'elle avait tout à fait raison, qu'il était important
qu'on laisse la place à un regard féminin, non seulement sur son personnage, mais aussi sur l'histoire en général. Et par ailleurs, The Deuce, c'est une des premières séries. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la première, mais en tout cas, je crois que c'est la première fois qu'on en parlait de façon ouverte, qui a fait appel à une coordinatrice d'intimité pour les scènes de sexe. Et ça, c'était à la demande du personnage, donc de la comédienne qui interprète le personnage de Laurie. On en revient à elle, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est une comédienne qui s'appelle Emily Maid, qui joue ce personnage qui a énormément de scènes de sexe et des scènes qui ne sont pas faciles à jouer, comme on peut l'imaginer. Et c'est elle qui a demandé à être accompagnée sur le tournage de ces scènes-là par une personne qui va diriger. Alors, une coordinatrice d'intimité, c'est une personne qui va être là sur le plateau, qui va préparer les acteurs aux scènes de sexe, qui va leur demander jusqu'à quel point ils sont à l'aise dans telle ou telle situation, qui va faire en sorte aussi que la caméra soit dirigée d'une façon qui mette à peu près tout le monde d'accord. Et c'est aussi une personne qui intervient lors du montage pour que le montage final soit, mette tout le monde à l'aise, à la fois les acteurs qui ont participé à ces scènes-là et le réalisateur par rapport à ce qu'il souhaitait obtenir. Donc ça, moi, ça me paraît super intéressant à souligner parce que HBO était quand même très connu depuis longtemps pour son rapport très libéré au sexe. C'est quand même la chaîne de Sex and the City. Je crois qu'on se souvient tous, pour beaucoup d'entre nous, la première fois qu'on a vu le générique de HBO à la télévision, c'était en regardant Sex and the City sur M6. C'était c'est le câble américain, c'était un espace de liberté, il n'y avait pas de bip quand les acteurs disaient fuck. C'était très rafraîchissant pour nous, Français. Ensuite, ça a été la chaîne donc, de Game of Thrones, où là, l'utilisation de la sexualité a été nettement plus critiquée. En tout cas, c'était une utilisation très libérale. Hein. C'est également la chaîne de Westworld. Donc, c'est un endroit où, en tout cas, où ces questions-là sont traitées avec beaucoup de liberté de ton et de liberté artistique, avec des partis pris qui sont très radicaux jusqu'à être parfois problématiques. Et là, avec The Deuce, David Simon et HBO se posent la question de comment on filme le sexe. Et ils vont, avec The Deuce, fixer de nouveaux standards et, quelque part, entrer dans la modernité. Et ça va être flagrant à partir de la saison 2. Audrey, c'est vrai que c'est très intéressant cette partie-là, justement, hein, cette façon de filmer, parce qu'on va avoir un rapport, vous avez commencé à l'évoquer, à tout ce qui est les femmes, le féminisme notamment. Et c'est une série, vous le dites très bien, qui, dans sa saison 2, prend le tournant de MeToo. Alors comment est-ce que ça apparaît véritablement cela à l'écran? Oui, ça c'est un passage très intéressant dans la maturation de la série. La saison 1 a été diffusée en septembre 2017. MeToo, enfin en tout cas le début de MeToo, ça vient avec l'affaire Weinstein, qui éclate en octobre 2017, donc juste après. Donc évidemment, il est trop tard pour s'interroger sur la saison 1 de The Deuce. Elle est déjà tournée, elle est sur le point d'être complètement diffusée. En revanche, à partir de la saison 2, David Simon va dire, il a dit à la presse, hein, il a dit « Je ne pouvais plus, à partir du moment où l'affaire Weinstein avait éclaté et où MeToo commençait à monter, il a dit « Je ne pouvais plus écrire The Deuce de la même façon ». Et donc, la façon dont est écrite la série, le point de vue, le regard de la série va progressivement évoluer. Et les personnages féminins vont notamment prendre de plus en plus d'importance, mais il n'y a pas que ça. Par ailleurs, autre épine dans le pied de David Simon à ce moment-là, James Franco, qui est un acteur très connu à l'époque et très en vue, très apprécié, va être mis en cause. Alors, ce n'est pas celui qui va être le plus mis en cause dans la vague MeToo, mais il va quand même avoir quelques accusations. Et du coup, il va être obligé de sortir un petit peu des radars pendant un moment. Alors, David Simon est allé a pris sa défense. Il a décidé de le garder dans la série, mais c'est évident qu'à partir de la saison 2, son rôle va pas s'effacer, hein, parce que ça reste quand même un personnage important, mais en tout cas, David Simon ne va plus l'écrire de la même façon, ne va plus le filmer de la même façon. Mais c'est surtout les personnages féminins qui vont énormément bénéficier de ce changement culturel. Donc, c'est évidemment visible dans la façon dont la prostitution est traitée et dans la façon dont le cinéma porno est abordé également.
avec quelque chose qui tient un peu de la mise en abîme. C'est-à-dire qu'on a dans The Deuce ce regard sur le cinéma qui permet à la série d'interroger son propre regard aussi sur ce qu'elle filme. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais le fait d'observer le personnage de Candy devenir réalisatrice de porno et essayer de modifier la façon dont on filme les scènes de sexe, ça nous permet, nous, de nous interroger sur la façon dont on les regarde et la façon dont elles sont, dont toutes ces scènes de sexe sont filmées à la télévision, au cinéma, comment ça l'était avant, comment ça l'est aujourd'hui. Donc, depuis, il y a eu plein de publications sur le sujet, bien évidemment, sur le male gaze, sur le female gaze. Et The Deuce, c'est vraiment un très, très bon laboratoire d'expérimentation pour tout ça. Il y a une interrogation qui est, à mon avis, très bien menée sur la construction et le pouvoir des images, avec un champ d'application qui est celui du corps sexué et qui est plus particulièrement celui du corps féminin. Donc ça, c'est intéressant à voir. Alors, ce qui est intéressant aussi chez David Simon, c'est qu'il n'apporte pas toujours les réponses. Et on voit le personnage de Candy se heurter énormément à son propre producteur, aux bailleurs de fonds, se heurter également aux attentes du public. Voilà, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est une femme et qu'on veut faire un porno féministe, quand le public n'est pas habitué à ça, n'a pas du tout envie de changer ses pratiques. Comment on fait pour prophétiser ces choses-là? Comment on fait pour être précurseur? Comment on fait pour renverser, si je fais simple et si je prends un gros raccourci, pour renverser le patriarcat à soi tout seul? C'est toutes ces thématiques-là qui sont abordées aussi avec ce personnage de Candy. On filme New York avec David Simon, on filme New York à la fin des années 70, au début des années 80. On est dans une période, quand on parle de sexe, de prostitution notamment aussi, où apparaît une maladie, hein, le sida. Là-dessus, c'est quelque chose de très important. On l'a vu récemment dans une série qui a évoqué ça aussi, It's a Sin, hein, on a fait une émission dessus avec Perrine Kenneson notamment. Et c'est vrai que là aussi, le sida, c'est quelque chose qui va toucher ce milieu de la prostitution de plein fouet. Oui, oui, tout à fait. Et pas que le milieu de la prostitution d'ailleurs, hein. Et en l'occurrence, là, la maladie, l'apparition de la maladie, on est vraiment c'est évoqué à la 3e saison et on est vraiment dans les premières années, hein, puisque la 3e saison s'arrête en 1984, donc on est vraiment au début du sida. Mais c'est un thème central de la 3e saison, c'est pas du tout éludé, au contraire. Et c'est très intéressant parce qu'on est à un moment où on sait encore mal comment le sida se transmet. Il y a énormément de fake news, on dirait aujourd'hui, sur le sujet, et une stigmatisation de la communauté homosexuelle qui est terrifiante. Et cette thématique du sida, elle est abordée notamment par un couple gay, qui est un couple très, très beau, avec un des deux qui tient un bar gay, un peu luxueux d'ailleurs, un peu chic, et un autre personnage qui est un acteur de théâtre assez engagé. Et cette thématique va être traitée par ce couple de personnages. Alors oui, évidemment, c'est central puisque la série le rappelle très bien. L'épidémie a servi, alors on ne va pas leur faire de procès d'intention, mais en tout cas a servi de prétexte d'une certaine façon à la municipalité pour accélérer le nettoyage de certains quartiers. Et ça on l'a peut-être un peu oublié, c'est-à-dire qu'on voit les ordonnances de fermeture des bars, des saunas, des boîtes de nuit, de tout ce qui peut constituer un lieu de rassemblement de la communauté gay. Ce sont des endroits qui ont été fermés de force pendant un moment, qui ont ensuite rouvert sous la pression des lobbies gays, tout simplement. Beaucoup n'ont jamais rouvert, tout simplement parce que leurs propriétaires sont morts entre-temps. Et ça permet de rappeler aussi que New York, c'est un épicentre de l'épidémie. Pas au moment vraiment où The Deuce s'achève, mais quelques années après la fin de The Deuce, je crois qu'à la fin des années 80, au tout début des années 90, au plus fort de l'épidémie de sida, ça n'a pas duré très longtemps, heureusement, mais au pic de l'épidémie de sida, c'est quasiment 200 morts par jour à New York. C'est absolument énorme. Les hôpitaux sont remplis de gens qui meurent du sida. Donc, quelque part, c'est aussi une épidémie qui a contribué à changer la démographie de la ville, au même titre que la municipalité, au même titre que les projets immobiliers, au même titre que les mafias se sont déplacées. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est expliquer la grande histoire d'une ville par les gens qui la composent et par la façon dont ces gens vivent, choisissent de vivre, sont forcés à vivre,
sont déplacés, sont maintenus quelque part. Voilà, c'est ça que David Simon raconte. Et je trouve que la façon dont il aborde le sida et comment le sida a modifié le visage de cette ville est très intéressant. Quand on évoque New York, quand on évoque le sexe, hein, tout de suite, on a en tête les images, aussi les répliques d'une série culte du début des années 2000, Sex and the City. Alors justement, j'aurais aimé peut-être maintenant que vous évoquiez avec nous, on a commencé à en parler un petit peu à travers le female gaze notamment, mais que vous nous évoquiez avec nous, comment est-ce que en une vingtaine d'années, on va dire, entre Sex and the City et puis The Deuce, comment est-ce qu'il y a une évolution dans la façon à la fois de parler de sexe et puis de filmer le sexe dans les séries? Ah, c'est clair que l'époque n'est plus la même, hein. On n'est plus du tout dans Sex and the City qui nous racontait quelque chose d'assez joyeux, hein, finalement, une forme d'insouciance, du sexe libéré, des contraintes, des grossesses non désirées, libéré des MST d'une certaine façon, un sexe très joyeux, très libre, avec 4 femmes à la parole, drôles, impertinentes. Et là, c'est pas du tout la même chose, mais quelque part, on n'est pas dans le même milieu non plus, hein. On est dans le milieu où le sexe, il est soit transactionnel, la prostitution, ou alors il est performatif, et c'est le cinéma porno. Donc, c'est vraiment pas pareil. Mais même dans cette façon de filmer le sexe, on peut raconter des choses. Et c'est ce que la série montre très bien. Par exemple, au début de la saison 3, dans le premier épisode, on est sur un plateau de tournage de film porno, et ben, c'est une scène de cunilingus qui est filmée. Donc là, vous voyez que le regard change. Je ne suis pas sûre qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est le premier type de scène qui serait venu à l'esprit quand on dit bah, tiens, on va aller filmer le tournage d'une scène porno. C'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, c'est ça qui me passionne. Ce n'est pas simplement la représentation, mais aussi la façon de multiplier les points de vue. C'est-à-dire que là, c'est une scène de cunilingus et on est clairement avec la femme, on est clairement dans sa tête à elle, on est avec elle, c'est le réalisateur qui dialogue avec elle. Oui, il y a un vrai changement, de regard, quoi. La supériorité du regard masculin, en tout cas l'omniprésence du regard masculin, David Simon s'est rendu compte que c'était plus du tout possible de faire une série comme ça, que c'était plus possible de représenter le sexe comme ça, qu'il fallait faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde s'y reconnaisse. Et ça, c'est réussi dans plein de scènes, et y compris dans des scènes qui ne sont pas des scènes de sexe. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que le regard féminin, ce n'est pas qu'une question d'intimité. C'est partout, c'est dans n'importe quelle scène. Moi, il y a une scène qui m'a énormément marquée la première fois que j'ai vu la série. C'est une scène dans la saison 2. Donc, on est au début de la saison 2. Donc, au début de la saison qui prend en compte les changements qui sont à l'œuvre dans le sillage de MeToo et de l'affaire Weinstein. Et on est dans le bar d'Abby. C'est Abby qui est derrière son comptoir avec une ancienne prostituée qui vient tout juste de sortir des griffes de son Mac. Et là, tout à coup, le Mac entre dans le bar, quelque part pour faire une espèce d'entreprise d'intimidation, pour l'obliger à revenir, pour la forcer à revenir, voilà, parce qu'il ne supporte pas, au-delà de la perte financière que ça peut constituer pour lui, il ne supporte tout simplement pas qu'une femme qui lui était asservie soit libre. Donc, il vient dans ce bar. Il les menace et Abby et cette prostituée résistent. Elles résistent simplement en restant immobiles, en se regardant toutes les deux et en lui demandant de sortir. Elles sont terrifiées. Pendant toute cette scène, qui dure quelques secondes, elles sont absolument terrifiées et la terreur, elle est palpable. Pourquoi ? Parce qu'on est avec elles, on est dans leur tête, on est dans leur corps, face à ce Mac qui représente la perspective de mourir là dans les secondes qui viennent. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est une très grande réussite de la série, c'est de faire en sorte qu'on soit avec les femmes, avec ces personnages dans leur tête. À la fois quand on filme du sexe, et y compris quand ce sont elles qui filment le sexe, avec le personnage de Candy, mais aussi quand elles sont dans toute autre chose. En conclusion, Audrey, j'aimerais qu'on voit maintenant un aspect peut-être qu'on n'a pas évoqué trop, puisqu'on a évoqué beaucoup de, bien sûr, le sexe, la prostitution. On a évoqué aussi une vision parfois très crue, très réaliste de New York et de ce milieu-là en particulier. Et j'allais vous dire, peut-être pour conclure, et l'amour dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire dans cette série The Deuce?
Alors, David Simon n'est pas forcément connu pour faire dans le bon sentiment. Et souvent, l'émotion, elle est plus, je trouve, dans ces séries, elle est plus collective. Elle se dégage d'un ensemble de personnages. Il y a une chaleur qui peut se dégager, des relations qu'ils nourrissent les uns entre les autres, des sentiments qu'ils nourrissent les uns pour les autres. C'est plutôt comme ça que ça se fait. Et il y a un seul vrai couple, en fait, dans The Deuce, c'est le couple que forment Vince et Abby, qui est un couple qui va durer, en tout cas, c'est celui qui va durer le plus longtemps, puisqu'il va durer une quinzaine d'années tout le long de la série. Et la série commence avec le début de leur couple et elle s'achève avec leur rupture. Donc, il y a une forme de continuum amoureux entre eux. Et c'est un couple que je trouve très intéressant parce qu'il a absolument rien d'idéal. C'est-à-dire ce sont deux personnages très, très différents à la base. On ne comprend pas trop pourquoi ils se mettent ensemble au début. Et de ce fait, ils incarnent un peu l'amour vrai. C'est-à-dire un amour qui va complètement au-delà des différences, qui va au-delà des divergences, de leurs aspirations, de leur désir de liberté, de tout ce qui peut les séparer, de tout ce qui fait qu'ils s'engueulent, qui se trompent parfois, qui se quittent parfois. Et ils vont revenir ensemble et ils vont rester ensemble jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au bout de leur histoire. Et pour moi, il y a la volonté, à travers ce couple-là, de raconter une forme de pureté aussi, de raconter la pureté des sentiments. Moi, je trouve ça très beau. Et sinon, bien évidemment, The Deuce, c'est une série qui nous parle beaucoup de sororité entre les prostituées, les actrices porno, qui nous montre beaucoup comment les femmes ont été obligées de se défendre face à ça et comment elles ont pu se mettre ensemble et arriver à s'émanciper par une forme d'action collective qui est aussi basée sur une forme d'amour ou en tout cas d'amitié. Et puis c'est aussi une série qui parle de fraternité, mine de rien, avec le personnage des deux jumeaux de Vince et Frankie. Ce sont des jumeaux qui, malgré leurs différences et malgré le fait qu'ils ont pris des chemins complètement opposés et qui se méprisent un peu l'un l'autre, bon, il y a un amour fraternel qui est un socle aussi pour les deux personnages. Et puis il y a l'amour de New York aussi, d'une certaine façon. C'est tout comme The Wire, c'était un peu une déclaration d'amour déguisée à Baltimore. En tout cas, c'est la ville d'origine de David Simon. Celle qui fait qu'il n'en serait pas là aujourd'hui. S'il n'avait pas décidé de raconter Baltimore, il ne serait pas le showrunner qu'il est aujourd'hui. Il y a une déclaration d'amour à la Nouvelle-Orléans, aussi à la résilience, au bouillonnement artistique de cette ville-là qui continue même après avoir été dévastée par un ouragan. Et quelque part, il y a une déclaration d'amour à ce qu'était New York, qui n'est pas un rejet de ce qui est devenu New York aujourd'hui, mais qui est en tout cas une déclaration d'amour à ce que cette ville a pu représenter dans l'imaginaire américain et dans l'imaginaire à l'étranger pendant cette période-là. Merci Audrey Fournier d'avoir évoqué avec nous aujourd'hui dans cet épisode d'Histoire en série, la série The Deuce, où on est parti dans le New York des années 70-80, évoquer Manhattan, évoquer la prostitution, évoquer aussi la vie, vous l'avez dit, hein, très bien, de cette ville à travers ce qu'a justement voulu écrire David Simon dans cette série-là. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, qui voudraient peut-être, on l'a dit en introduction, mieux connaître l'œuvre de David Simon, je renvoie aussi vers notamment les podcasts qu'on a réalisés autour de Trémé, autour aussi de The Wire ou de The Corner, notamment hein, avec Pierre Cras il n'y a pas longtemps, pour aller plus loin dans cette œuvre-là. Et puis, vous avez aussi, comme tous les intervenants et intervenantes, Audrey, donné une bibliographie indicative qui permettra d'approfondir ce qu'on a dit dans l'émission avec des articles très intéressants, notamment sur et autour de ce New York-là, autour de la série The Deuce. Vous pouvez, vous les auditeurs et auditrices qui voudraient suivre l'actualité, notre actualité pour Histoire en série, nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc le groupe Facebook de Histoire en série. N'hésitez pas à vous abonner et puis aussi de nous suivre sur Twitter pour avoir les dernières informations, à la fois aussi sur les séries et puis aussi sur ce que nous, dans Histoire en série, on analyse. Il ne me reste plus, Audrey, qu'à vous remercier et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle série. Merci à vous, à très bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to such a beautiful planet populated by a stranger animals. Unless I missed again, you won't